Très bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes à quelle séance? Nous sommes à la 5e séance de cours. Nous allons essayer de travailler aujourd'hui l'environnement. Donc, prenez vos cahiers, prenez vos stylos et on y va. Allez-y. Aujourd'hui, un nouveau chapitre, l'environnement. Je peux commencer? Alors déjà, pourquoi travailler sur l'environnement? Comme vous voyez ici, j'ai mis définition de l'environnement. Nous allons nous focaliser sur l'environnement général, macro-environnement, l'environnement immédiat ou spécifique et le micro-environnement. Je peux commencer? Alors, déjà l'environnement, il n'est pas stable, il évolue. Nous parlons de la période avant Corona et la période post-Corona. La réflexion aujourd'hui est différente. Le mode de gestion est différent. Le fonctionnement interne est différent. Même la gestion prévisionnelle est différente. Et puisque tout évolue, les besoins en qualification et les besoins en produits diffèrent, donc moi aussi je dois changer. Vous remarqueriez que j'ai mis ici l'image d'un manager. Sur ses épaules, il porte qui? Regardez l'image. Qui il porte? Donc, qu'est-ce que vous comprenez? Qu'aujourd'hui, dans la phase post-corona, nous nous occupons du capital humain. Parce que grâce au capital humain, il y a eu la sortie de la crise. Grâce à des compétences humaines qui ont réfléchi à une stratégie intelligente de sortie de crise ou de gestion de la crise, c'est grâce à ces gens-là, grâce à ces potentialités-là, grâce à ce capital humain que certaines entreprises tiennent toujours. Et peut-être bien, c'est grâce à ce capital humain que certaines entreprises ont doublé leur chiffre d'affaires pendant la période de Corona. C'est ce que nous avons déjà souligné pour les entreprises agroalimentaires qui n'ont pas eu de crise. Au contraire, les entreprises agroalimentaires ont fait du recrutement. Ils ont travaillé équipe jour, équipe nuit. Et c'est grâce à ce capital humain-là, si on le prend en charge, comme ce manager que vous voyez ici, qu'est-ce qu'il fait? Il coach ces équipes-là. Il motive ces équipes. Il les forme s'ils ont besoin de formation. Pourquoi? Parce que si vous misez dans un capital humain de qualité, qu'est-ce que vous obtenez? Une équipe qui peut vous soutenir dans les moments difficiles. Et si vous avez des difficultés ou une crise, mais si vous avez avec vous des personnes, on va dire, plus, positives, qualifiées, persévérantes, décidées à réussir, vous n'aurez pas peur parce que vous êtes entouré de capital humain de qualité. Donc ici, qu'est-ce que je dois prendre en considération lorsque je veux faire une étude de mon environnement? Est-ce que j'ai déjà avec moi un équipage de qualité qui va m'aider à confronter toutes les situations, exactement. Et donc, si j'ai ce potentiel, ce capital humain, ces personnes de qualité, s'il y a des menaces, ils vont faire attention avec moi. S'il y a des opportunités, on va tous essayer de profiter de ces opportunités. S'il y a un risque, peut-être, on va ensemble essayer de gérer les risques pour ne pas tomber dans les crises. Donc ici, ensemble, c'est la logique de rester ensemble en fait, pour pouvoir confronter l'environnement, pouvoir peut-être en profiter ou faire attention ou peut-être déployer d'autres stratégies. Ici, quelques éléments de cet environnement, ils sont communs à toutes les entreprises. Ça veut dire que quelquefois, on trouve la plupart des entreprises, elles vivent dans le même environnement. Donc, quand moi je vais étudier cet environnement-là, je vais le comprendre, je vais faire une analyse de mon environnement. Je pourrais déployer, comme vous, dans votre entreprise, ou vous, dans votre entreprise, nous allons utiliser les mêmes stratégies, parce que nous vivons dans le même environnement. Et d'autres qui ne sont pas touchés par cet environnement ne les impacte pas, ne peuvent pas suivre la même stratégie, donc ils doivent peut-être avoir plus de créativité, exactement. Et c'est donc les deux pôles que nous devrions étudier. Qu'est-ce qui nous touche et qu'est-ce qui ne nous touche pas?
Est-ce que nous avons le même mode de gestion que les autres entreprises ou pas? Qui devrait faire ceci? Le manager. Ça veut dire c'est qui? C'est toi. C'est toi pour quelle raison? Parce que toi, tu peux être chef de service, toi, tu peux être chef de projet, toi, tu peux être chef d'équipe ou chef de département ou chef d'entreprise. En tout cas, tu seras chef de mission, de projet ou de capital humain. Tu géreras soit des missions, soit des stratégies, soit tu géreras des humains. Donc tu seras chef, tu feras du management. Le management est une matière aujourd'hui que nous étudions. Mais demain, ça va être ton quotidien, ça va être ta pratique. Même si tu travailles dans une clinique, tu es chef d'un rayon, d'un département, d'équipe, mais tu fais de la gestion. Tu travailles dans l'événementiel, dans le digital, dans l'informatique. Le management est présent dans tous les secteurs d'activité. Quand tu gères, tu pilotes, tu diriges, tu fais du management. Donc, un manager intelligent, c'est quelqu'un qui sait où il met les pieds, où il vit, qu'est-ce qu'il a devant lui et avec qui il est. Où il met les pieds, dans quel environnement? Est-ce que l'environnement est stable? Ça va. Jamais. Parce que si normalement l'environnement est stable, il ne va déployer aucun effort. C'est la stabilité. Mais si l'environnement est perturbé, comme aujourd'hui, nous avons vécu une perturbation à laquelle beaucoup d'entreprises n'ont pas été prêtes. Pourquoi? Leur problème était qu'ils n'avaient même pas envisagé de rentrer dans un confinement. Ils n'avaient pas aussi formé leurs salariés pour ce genre de situation. Il y avait des entreprises qui fermaient les yeux sur les formations. Quelqu'un qui a un diplôme ne fait plus de formation. Il a le même diplôme depuis très très longtemps. Eh bien, si tu ne formes pas tes salariés, ils ne sont pas prêts pour des situations imprévues. Hier encore, nous avons vécu le confinement en mars 2020. Ça a cassé beaucoup d'entreprises. Et regardez, beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont dans la panique, ils essayent de sortir de la crise. Quelles sont les nouvelles informations que nous venons de recevoir? Que la Chine prépare son peuple pour aller faire des courses. Vous avez lu l'information, je pense? Oui, il y aura un an. On ne sait absolument pas. On n'a pas d'informations sûres, il n'y a pas de clarté informationnelle. Maintenant, puisque les managers dans les entreprises ont écouté, pour l'instant c'est une rumeur. La rumeur ne naît pas du hasard. Quand il y a une rumeur, elle va naître à partir de quelque chose. Il n'y a pas de fumée sans feu. Oui ou non? On a vu quelques images sur Facebook et les sites sociaux et les réseaux de certains Chinois qui partent dans les grandes surfaces et achètent en énorme quantité. Apparemment, une future crise encore s'annonce. Donc si vous êtes des futurs managers, après 3 ans, vous allez être sur le marché et vous devriez faire face à cette perturbation constante de l'environnement. Vous devez alors venir en entreprise avec une nouvelle offre et connaître très bien l'existant. Connaître pourquoi certaines entreprises ont lâché, pourquoi ces entreprises ont fait faillite, pourquoi ces entreprises tiennent encore. Donc, qu'est-ce que tu fais? Une analyse de ton environnement. Tu t'inspires des entreprises qui ont quand même tenu le coup et tu prends comme l'échec des autres comme un apprentissage, comme une leçon pour toi, pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Les 3 verbes ici que j'ai mis résume ton action future. Tu dois connaître ce qui se passe autour de toi. Tu dois distinguer qui tient le coup, qui ne tient pas le coup, qui a une baisse, qui a été détruit carrément, qui n'existe plus à travers la crise, qui a fermé les portes, fermeture de services, licenciement ou mise à pied. Pourquoi? Parce que le télétravail n'a pas marché, on n'a plus de liquidité, on est en déficit budgétaire, on ne peut plus payer les salariés, donc on doit fermer. Et tu dois analyser. Pour quelle raison? Parce qu'à travers ces 3 verbes d'action, tu pourrais déployer la stratégie convenable par rapport à l'entreprise dans laquelle tu es. Puis-je passer? Très bien. Alors, quand on parle d'environnement, chers étudiants, c'est tout ce qu'il y a autour de l'entreprise, que ce soit positif ou négatif, que ce soit opportunité ou menace, que ce soit risque ou chance. Lorsque je parle de risque, si je gère bien le risque ne va pas se transformer en crise parce que je fais de la gestion prévisionnelle. Cet environnement-là, soit il est proche ou un environnement assez lointain, mais je dois faire attention aux 2 environnements
environnement. Donc soit à proximité immédiate, il est proche de moi, qu'est-ce qui me touche de près? Ou bien il est loin, qu'est-ce qui me touchera, mais même si c'est loin? Je dois aussi, en deuxième lieu, prendre en considération que l'environnement, ce concept d'environnement n'est pas stable dans le temps. À n'importe quel moment, je pourrais avoir une perturbation. Donc, il est dynamique. L'entreprise aussi, elle a besoin de ressources naturelles, ressources humaines ou autres. Elle va prendre ces ressources-là, elle va puiser ces ressources-là de l'environnement. Elle va aussi agir en tant qu'entité. Elle va se transformer elle-même. Elle va aussi redonner à l'environnement. Qu'est-ce que cela veut dire? Je pourrais prendre des matières premières de mon environnement. Je vais les transformer en produits finis. Soit je vais donner de la pollution à mon environnement à travers cette transformation, soit je vais donner des produits que je peux vendre et je satisfais le besoin de mon consommateur. En tout cas, l'entreprise va avoir un impact aussi sur l'environnement. Cet impact va être soit positif ou négatif. Soit elle va faire du recyclage, elle va essayer de traiter les choses, donc elle ne polluera pas l'environnement. Soit elle va aussi contribuer par une pollution de l'environnement. Nous allons voir comment l'environnement impacte l'entreprise et comment l'entreprise impacte l'environnement. Parce qu'il y a un échange entre l'entreprise et l'environnement. Soit un échange gagnant-gagnant, soit un échange gagnant-perdant. Nous allons voir. Mais vous le savez, tant que la technologie avance, nous détruisons peut-être bien petit à petit. Oui. Parce que tellement nous réfléchissons à l'argent, au gain, au chiffre d'affaires, aux bénéfices, que nous oublions qu'il s'agit quand même d'une vie humaine future. Et même si ça ne nous concerne pas, peut-être ça concernera nos enfants ou nos petits-enfants. C'est vrai qu'il y a des séminaires, des tables rondes pour pouvoir réfléchir autour des risques courus pour le futur. Nous savons que l'eau disparaîtra un jour, que les ressources sont rares. Mais est-ce que les entreprises s'arrêtent? Non, ça ne s'arrête pas. La machine tourne, l'économie a besoin de produire, les entreprises ont besoin de produire. Et tant qu'il y a de la production, tant qu'il y aura encore et encore l'exploitation de ces ressources. Et tant qu'il y a de l'exploitation des ressources, donc les ressources deviennent de plus en plus rares. Et tant que les ressources deviennent de plus en plus rares, et il y a une répétitivité au niveau, la fréquence elle est dure au niveau de l'exploitation, donc nous courons vers quoi? Vers notre mort ou vers notre extinction future. Peut-être que ça ne nous concerne pas aujourd'hui, mais ça concerne certainement les futures générations. Puis-je passer? Il nous reste maximum 2 à 3 séances de cours et nous passerons à des révisions des examens des années précédentes et préparation de l'examen final. Bien sûr, à l'aide de votre contribution à travers les exposés. Allez, on y va. Si je voudrais définir l'environnement, il s'agit de quoi? D'un ensemble d'éléments qui sont susceptibles d'influencer, d'impacter l'activité de l'entreprise. Il y a alors un impact de l'environnement vers l'entreprise, une certaine influence que nous allons essayer de voir. Cet environnement, cet ensemble d'éléments va toucher l'équilibre de l'entreprise. Si nous avons un environnement stable, l'environnement est stable, les produits premiers sont disponibles, la production est possible, tout va bien. Même le capital humain, il est motivé, stable psychologiquement, il a un revenu, il peut jouer le rôle de consommateur. Maintenant, si j'ai un environnement non stable, perturbé, imaginons nous avons un environnement politique dangereux, c'est une guerre, la peur, l'angoisse, c'est la vie humaine qui prime. Nous avons alors un déséquilibre au niveau de la production et un déséquilibre au niveau de la consommation.
Parce que moi, au lieu de consommer, j'ai peur pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, je pense à aller ailleurs. Donc, je ne suis plus agent économique, donc je n'aide plus l'économie de mon pays. Et si je suis une entreprise et il y a un environnement politique dangereux, est-ce que je reste dans le pays? Non. Beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Du offshoring, de la délocalisation de l'entreprise. Ils changent carrément d'orientation. En tout cas, puisque nous avons remarqué qu'il y a une certaine influence, de manière positive ou de manière négative, il y a certainement des opportunités. Comme je viens de signaler tout à l'heure, la Covid, oui, c'est un énorme choc humanitaire, un énorme choc économique, mais ça a créé une grande opportunité pour plusieurs entreprises. Vous avez remarqué que les personnes, la plupart des ménages, ont fait des achats exagérés d'alimentation, de peur que l'alimentation ne puisse plus être disponible. Il y a eu des images qui circulaient sur les réseaux sociaux et on a vu certaines grandes surfaces en France et en Italie où il n'y avait plus de rayons disponibles de nourriture. Et je pense même vous avez fait des achats exagérés, oui ou non? C'est vrai, il y a eu des ménages logiques qui n'ont pas eu peur? Sérieux? Vous avez acheté l'achat normal. Qui a fait des achats exagérés, de peur qu'il ne puisse plus y avoir de nourriture? Peu, d'accord. Vous êtes une classe logique alors. D'accord. Donc l'information précédente, tout de suite, que nous venons de vivre avec la Chine et les rumeurs qu'il y aura... Ça ne vous inquiète pas? D'accord. En tout cas, en principe, je devrais quand même réfléchir à ce qui m'attend plus tard. L'environnement naturel peut être un atout, ça peut être un atout. Par exemple, notre pays, le Maroc, l'environnement naturel, aujourd'hui, permet un tourisme diversifié, permet d'attirer les touristes, nous permet aussi d'avoir énormément de ressources naturelles disponibles. Allez-y. Fermez la porte avec. Merci. L'environnement naturel peut être un cadeau de Dieu, donc c'est disponible, ça nous aide économiquement, comme l'environnement naturel peut être un danger, un risque. Je vous donne l'exemple du Japon, les pays asiatiques. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Des tsunamis. Et quand les tsunamis arrivent, même s'il y a la volonté de produire, eh bien, ça nous détruit l'environnement naturel. Qu'est-ce qui se passe en Inde, souvent? Des inondations qui cachent plusieurs villages. Et donc, ces inondations-là peuvent être malheureusement une source de perturbation pour beaucoup de fournisseurs qui fournissaient au monde entier. Et donc, l'environnement naturel, si moi je suis un manager intelligent, qu'est-ce que je dois faire? Je dois réfléchir à mes fournisseurs. Est-ce que mes fournisseurs, chez qui j'ai l'habitude d'acheter, est-ce qu'il y a le risque? C'est juste un risque. Peut-être un jour qu'ils ne puissent plus me fournir. Et s'il y a ce risque-là, qu'est-ce que je dois faire? Exactement. Je dois réfléchir à un plan B, un plan C, un plan D. Au cas où le fournisseur, même s'il est sérieux, il respecte les délais de livrement, mais il a un environnement naturel dangereux, risqué. Donc moi, je ne suis pas stupide pour miser uniquement sur un seul fournisseur. J'ai toujours des plans de sauvetage, des plans de secours, au cas où. L'environnement économique et social, c'est la même chose. L'environnement politique, comme j'ai signalé, c'est la même chose. Je dois toujours avoir quoi? Des plans de survie, les plans de secours, des plans B, C, D. Et dans mon pilotage stratégique, une seule stratégie, quelquefois, n'est pas toujours exactement. Donc, je continue. Il y a, comme je vous ai signalé tout à l'heure, un rapport, un lien, une relation entre l'entreprise et l'environnement. L'environnement impacte l'entreprise et l'entreprise impacte l'environnement aussi. Comment? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Il y a une dégradation au niveau des relations les dernières années. Pour quelle raison? Parce que l'homme veut plus et plus et plus de production. Donc l'homme
essaye de puiser encore et encore plus de ressources. Et tant que nous gagnons, tant que nous voulons plus produire, et tant que le consommateur a des besoins différents, tant que je dois lui donner une gamme de produits différente, et tant que mon consommateur a des exigences de plus en plus difficiles, tant que je dois aussi lui promettre, enfin lui fournir un produit de haute gamme. Et tant que j'essaie à chaque fois de lever la performance, tant que j'essaie de tout le temps de correspondre à ses besoins différents de ce consommateur, donc tant que je produis encore et encore. Et puisque je produis, donc je puise. Et puisque je puise, donc il y a rareté. Et puisqu'il y a rareté, je suis en train de détruire mon environnement sans réfléchir aux conséquences ultérieures. Les causes que j'ai mises ici, comme vous voyez, la pollution de l'air, de l'eau. Tout le monde sait que notre air est pollué. Est-ce que la production s'arrête? Ça continue. Le trou dans la couche d'ozone. Quand est-ce qu'il y a eu un soupçon d'espoir? C'est pendant le confinement. L'effet de serre, la diminution des forêts, l'augmentation du désert, la raréfaction de l'eau, ce qui devient de plus en plus rare, les catastrophes écologiques, les tourbillons que les États-Unis, Victoria, etc., que les États-Unis vivent tout le temps. Et j'en passe. La liste est longue. Il y a certainement des risques écologiques que nous encourons. Je produis, je gagne plus, j'ai du monopole, je suis dans la compétitivité, je suis dans la concurrence, je suis en veille concurrentielle et j'ai un avantage concurrentiel. Voilà ce que je gagne. Mais ce que je perds, c'est la destruction de ma planète. Qu'est-ce que je laisse pour mes futures générations? En tout cas, c'est lié à l'entreprise et au futur de cette entreprise, mais c'est lié aussi à l'humanité et au futur de cette humanité. Donc oui, la technologie, oui pour le progrès, oui pour gagner plus d'argent, mais attention à notre environnement. Vous allez me dire, madame, il y a des solutions. Le recyclage, aujourd'hui les produits bio, peut-être aussi minimiser nos dépenses, minimiser aussi les moyens de production. Je vous dis oui, mais est-ce que ça se réalise vraiment? Et nous constatons un équilibre entre entreprise et environnement? Non. Puis-je passer? Puis-je passer? On y va? Laquelle? Parle sans masque pour que je puisse comprendre. Non, c'est une répétition. Merci. Je passe? Vous avez compris en tout cas ce point ou pas? Qu'est-ce que nous remarquons ici? Que l'environnement organisationnel, qu'est-ce qu'il a comme spécificité? Il a un impact sur l'entreprise, qu'on le veuille ou non. Et donc, il a une incidence directe ou indirecte sur le fonctionnement, mais en même temps sur quoi? Et sur qui? Sur l'entreprise, mais sur toute la société. Maintenant, la production, elle va polluer l'air, elle va polluer les eaux par ses déchets. Vous ne l'ignorez pas, certainement, vous le savez. Il y a plusieurs problèmes au niveau des décharges. La production même utilise des matières premières qui sont non renouvelables, comme le pétrole, le gaz et le charbon. Les risques écologiques sont bien présents, au vu et au su de tout le monde,
qui sont liées aux produits qui sont fabriqués par l'entreprise et qui portent atteinte à l'environnement et à la santé de chacun de nous. Est-ce que quelqu'un ignore aujourd'hui que certaines entreprises utilisent des produits chimiques? Nous le savons, tout le monde le sait. Nous savons que ça porte atteinte à ta santé. Tu peux manger 5 fruits et légumes, mais tu es toujours fatigué. Tu peux avoir ton réfrigérateur plein de fruits et légumes, mais tu es toujours fatigué. Pourquoi? Parce que tu respires de l'air pollué. On se demande des questions étranges. Est-ce que c'est fait exprès? Pour qu'on puisse tomber malade et aller voir le médecin, et aller voir la pharmacie, et aller voir le laboratoire, et aller voir la clinique. Est-ce que ça rend service à l'économie finalement? Peut-être que ça crée un équilibre aussi au niveau des rentrées d'argent. Peut-être. C'est une idée négative de ma part, mais qui peut-être est réelle. Parce que lorsque vous êtes un peuple qui va bien, de quoi nous étions en train de discuter? D'un déséquilibre, d'un point négatif qui crée un équilibre économique. Et donc oui, peut-être qu'il y a une folie dans cette problématique. Peut-être que c'est une équation non compréhensible parce que nous sacrifions quand même la vie de plusieurs êtres humains. Déjà, vous remarquez que nos légumes et nos fruits sont disponibles toute l'année. Est-ce que c'est normal? La logique, qu'est-ce qu'elle dit? Vous êtes... Normalement, il faut consommer uniquement des fruits saisonniers. Et donc, nous avons 4 saisons. Nous devons avoir dans chaque saison des fruits et des légumes spécifiques. Mais vous partez acheter sur le marché n'importe quel produit, vous le trouvez magnifique, brillant, de grande taille, même s'il est dans une saison qui n'est pas... Donc, il est plein de quelle matière? De produits chimiques. J'ai une question et ne mentez pas. Est-ce que vous achetez ou vous n'achetez pas? Donc, vous achetez avec votre propre argent. Est-ce qu'on vous menace pour acheter? Vous achetez de façon volante? Et pourquoi vous le faites? Non, il n'y a aucune obligation à se tuer. Vous avez envie. Donc, l'envie est destructrice. Est-ce que l'envie est une destruction? S'il vous plaît, fermez la porte parce qu'il fait froid. Est-ce que notre envie est une destruction? Donc, l'entreprise suit l'envie un peu déséquilibrée de ce consommateur? Est-ce que vous pensez? En tout cas, vous voyez que nous sommes dans un monde quand même assez complexe et que la problématique nécessite de notre part une étude. C'est pour cette raison... Oui ou non? D'accord. Oui? Mais vous partez l'acheter? Oui, parfois, juste quand mais il brille parce qu'il y a plein de matières chimiques, justement. Oui, donc vous êtes d'accord avec la demoiselle. C'est une question d'envie. D'accord. Mais nous oublions, regardez ce que j'ai mis ici, nous oublions les problèmes respiratoires, nous oublions les problèmes dermatologiques. Nous savons que nous courons un risque, mais nous continuons à consommer. Et c'est ce qui encourage les producteurs à continuer de produire. S'ils voient que nous ne consommons plus, que s'il y a une saison, on consomme uniquement les fruits de saison, les légumes de saison, les choses qui sont bio, les éléments qui sont bons pour notre santé. Est-ce qu'ils continueront? Non. Donc peut-être que c'est nous les responsables de cette dégradation. C'est nous aussi les responsables, puisque nous, comme vous venez de souligner, nous sommes maîtres de nos choix. C'est nous qui faisons le choix d'aller acheter un produit tel ou tel. Oui ou non? Vous voulez une voiture ou un vélo? Franchement. Dites-moi, pour quelle raison? Vous savez que ça pollue. Et donc, malgré que vous savez que ça pollue, vous partirez encore acheter, alors que vous savez très bien qu'il y a des risques respiratoires, qu'il y a un risque de pollution de l'air, etc. Bon, c'est difficile de trouver des solutions à ces questionnements-là. Nous sommes dans la nouvelle génération de voitures électriques, mais est-ce que c'est accessible pour tous les citoyens? Non. Malheureusement. En revanche, oui, c'est très cher, effectivement. En revanche, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un apport de l'entreprise à l'environnement. Maintenant, c'est l'inverse. Comme nous venons de voir,
Exactement. Donc, on peut faire quand même des actions positives. Parce que depuis tout à l'heure, nous sommes en train de parler uniquement du négatif. On va essayer de rester positif et nous allons essayer de réfléchir au développement des éco-produits. Les produits qui respectent notre environnement, oui. Je cite à titre d'exemple, par exemple, les domaines. Plusieurs boutiques domaines, ils vendent des produits bio. Il y a aussi des fermes aujourd'hui, dans plusieurs régions, qui vendent des produits bio. Mais qu'est-ce qu'on remarque, malheureusement encore dans ce cas, que ces produits bio sont chers et qu'ils ne sont pas accessibles à l'ensemble du citoyen. C'est-à-dire, voilà, il y a le produit d'excellente qualité, mais tu ne peux pas l'acheter. Donc finalement, nous n'avons pas résolu, le problème est toujours présent. Oui, aussi, comme point positif, il y a les produits biodégradables, les produits aujourd'hui recyclables que nous pouvons récupérer après traitement. Il y a certaines actions positives, nous ne pouvons pas le cacher. Grâce à qui? Grâce aux services recherche et développement présent en entreprise. Ce service-là en entreprise, c'est lui qui est doté d'imagination, de créativité, et grâce à cette créativité, il essaye de nous proposer des produits qui ne vont pas laisser d'impact négatif sur les générations futures, ou qui ne vont pas laisser une empreinte de notre passage négatif, une empreinte négative pour les générations futures. Donc, en principe, les travaux de recherche continuent. Les COP, vous avez remarqué, il n'y a pas une seule COP, il y a plusieurs COP, il y a plusieurs séminaires, plusieurs tables rondes, plusieurs auteurs qui font des recherches. Mais, moi je le dis aujourd'hui, une seule solution n'est pas pour l'instant envisageable. Parce que si nous voulons que toutes les entreprises arrêtent définitivement la production de certains produits, ces entreprises refuseront et demanderont des alternatives ou des solutions. Et ça toucherait leur chiffre d'affaires. Et même vous, je vous ai piégé avec la question tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prêt à faire le sacrifice d'aller en vélo à votre emploi? Vous m'avez dit non. Vous aussi, vous êtes exigeant. Et vous ne réfléchissez pas à cette exigence qui cache derrière des risques sanitaires. Oui ou non? Puis-je passer? Allez-y, notez pour que je puisse passer. Je peux? Puis-je passer? Allez-y. C'est bon, je peux? Je peux continuer? Très bien. Alors j'avance. Je pense que vous avez finalisé. Est-ce qu'on peut continuer? Très bien, avec votre permission, je continue. Alors, on continue. Les apports toujours de l'entreprise par rapport à l'environnement. J'ai mis petit 2 pour la deuxième partie. Nous développons aujourd'hui, plusieurs entreprises tentent de développer des technologies propres. C'est des procédés industriels qui sont innovants,
qui tente de ne pas porter atteinte à l'environnement et donc protéger le consommateur, protéger le citoyen, protéger la vie humaine. Des ingénieurs sont aujourd'hui invités à trouver des moyens de production qui ne touchent pas ou qui n'impactent pas négativement la vie humaine. Ils vont essayer aussi, dans ces processus de réflexion, de supprimer toutes les sources de pollution, mais tout en gardant cet avantage compétitif et en restant en compétitivité avec les autres entreprises. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode des 5 S. Je ne sais pas si vous connaissez. La méthode des 5 S, la lettre S, c'est une parmi les méthodes que vous pouvez noter. La méthode des 5 S nous encourage à diminuer les gaspillages, à diminuer le temps de travail, à diminuer aussi tout ce qui est papier, à diminuer tout type de dommages pour pouvoir réduire tous les moyens de perte qui peuvent causer des dommages à l'être humain, soit au niveau temporel ou sanitaire. 5S. Si vous mettez juste 5S, pour diminuer papier, le désordre. Quand tu es dans le désordre, tu perds du temps. C'est une méthode, oui, c'est une méthode de fonctionnement japonaise pour limiter tout type de dommages et essayer de favoriser ta performance tout en étant dans les mesures sanitaires. Le respect de ta vie, le respect de ton temps, le respect de ta qualité de travail. Il n'y a pas que cette méthode 5S, il y a aussi la méthode PESTEL que vous pouvez aussi noter. Notez au lieu de me regarder. On a dit 5S et la méthode PESTEL. PESTEL, je vais vous en parler, c'est une méthode d'analyse PESTEL, P-E-S-T-E-L, qui est une méthode stratégique d'analyse de l'environnement. Grâce à cette méthode aussi, nous pouvons arriver à une meilleure performance. Parce que quand j'étudie mon environnement, PESTEL, quand j'étudie mon environnement, cette étude de cas me permet de connaître tout ce qui peut représenter pour moi une opportunité. Vous connaissez certainement la méthode SWOT, qui est la troisième méthode. Vous l'avez déjà étudiée? SWOT, S-W-O-T. SWOT, c'est une méthode aussi de diagnostic stratégique. Tout simplement, la priorité est l'étude de l'environnement pour pouvoir puiser de cet environnement et essayer d'arriver à une meilleure performance. Tout à fait. Puis-je passer? Donc, quelles sont les méthodes que nous venons de noter? Les 5 S, PESTEL et SWOT. Bien sûr, la méthode PESTEL, c'est un formidable outil pour mieux comprendre dans quel environnement nous évoluons et pouvoir justement avoir un œil intelligent par rapport à toutes les opportunités et les menaces, même si cette analyse, on va dire, porte en elle une intelligence comportementale de la part du manager, mais elle va être une source fiable d'information pour l'entreprise entière. Donc, je pars vers le volet suivant, c'est l'apport de l'environnement à l'entreprise. Alors, dans un souci de protection de la nature, puisque cette nature, si nous la protégeons, la nature nous donnera encore et encore des ressources. Et nous pourrons avoir une pérennité de notre entreprise. Si nous détruisons la nature ne nous donne plus rien, donc nous ne pouvons plus avoir de matière première, donc nous ne pouvons plus produire. C'est en fait une équation intelligente. Tu protèges la nature te donnera des produits premiers que tu peux transformer, donc tu peux produire, tu peux rester vivant. Il y a de la pérennité, il y a de la performance, il y a un gain-bénéfice. Si tu détruis la nature, tu n'as plus de matière première, tu ne peux plus produire, tu n'es plus présent sur le marché et donc tu disparais. Donc qui est
on va dire, la réflexion à avoir. C'est la protection finalement de la source de ces matières premières, qui est la nature. Et déjà la nature, elle va nous donner des matières premières, mais elle aussi permet notre vie. C'est vrai que vous allez me dire, madame, par exemple, le cas de notre région, la région de Casablanca-Stade, il n'y a plus d'espace vert. On vise uniquement la construction. La construction, si vous voulez juste marcher, respirer de l'air frais, vous ne le trouvez plus. Il y a ici beaucoup plus une réflexion autour de quoi? Donner un coup de pouce au secteur immobilier pour lui permettre de... Oui. Et donc, ici, elle est où la santé du salarié? Celui-là même qui est agent économique et à qui nous demandons qu'il soit toujours performant. Ce salarié n'a pas besoin de vider son esprit. Est-ce que la nature n'est pas un moyen anti-stress? Est-ce qu'il ne peut pas courir le matin avant d'aller au travail et avoir plus d'énergie? On ne réfléchit pas de cette façon-là. Si, on y réfléchit. Et pourtant, ce sont les solutions inverses qui sont mises en pratique. Vous remarquez, dans plusieurs pays européens et américains, il y a des parcs dans lesquels vous pouvez partir, vous asseoir, respirer, évacuer l'énergie négative, respirer. Parce que c'est très important, il n'y a pas que le corps, il y a aussi la santé mentale du salarié qui peut arriver au burn-out, qui peut arriver au stress professionnel et il lui faut juste de la nature peut-être pour vider, qui est un moyen normal, gratuit, économique, mais oui, et pourtant on le sait que regarder, beaucoup de scientifiques ont prouvé que regarder des espaces verts donne plus de longévité, on ne meurt pas vite, on vit plus. D'ailleurs, vous allez me dire, les gens qui vivent dans les campagnes, les gens qui vivent dans les montagnes vivent beaucoup plus que nous. Oui ou non? Pour quelle raison? Parce qu'il y a cette fraîcheur, panorama qui est très important pour l'esprit humain. En tout cas, les maîtres mots ici sont l'expansion et le dynamisme. Il y a aussi un souci politique qui est représenté, comme vous voyez ici, c'est le désir d'être autonome vis-à-vis des producteurs d'hydrocarbures. On veut aujourd'hui remplacer ces produits premiers, puisque nous sommes en train de les rendre rares. Les chercheurs sont en train de réfléchir comment ils peuvent remplacer ces produits premiers par d'autres produits alternatifs, pour ne plus justement appauvrir notre nature. Et l'État ici essaie de cadrer les choses. Elle peut donner des labels RSE, vous connaissez? Non? Les labels RSE, responsabilité sociale des entreprises. C'est un label que l'État donne à l'entreprise si elle est socialement responsable. Plusieurs entreprises, vous pouvez la noter sur vos cahiers et quand vous aurez le temps, vous pourrez chercher la RSE. Elle va diminuer. Oui, responsabilité sociale des entreprises. Beaucoup d'entreprises font tout leur effort aujourd'hui pour montrer qu'ils sont socialement responsables, que leur production ne porte pas atteinte à l'environnement. Et si l'entreprise arrive avec des actions réellement responsables à avoir le label RSE, elle a beaucoup d'avantages au niveau de l'État, beaucoup d'avantages au niveau de ses taxes, beaucoup d'avantages au niveau des aides. Et des quartiers défavorisés pour obtenir le label. Et donc l'État remarque cette aide sociale, elle remarque cet effort au niveau sociétal. Et donc puisque l'entreprise rend service à un quartier ou à toute la société, l'État aussi. Exactement. Et donc c'est du rapport win-win. Je continue. Aujourd'hui, voilà, je l'ai mise ici, la RSE. Exact. Nous réfléchissons autour du développement durable. Restez avec moi. Pour quelle raison? Donc on reste dans la compatibilité entre la croissance économique. Nous devons réfléchir au niveau de la croissance, mais nous devons en même temps préserver le milieu naturel. Il y a eu plusieurs COP. Aujourd'hui, on parle de COP 26 carrément. La COP 22, je l'ai mise ici parce qu'elle est arrivée avec beaucoup de solutions que nous n'avons pas encore vues pour l'instant. C'est vrai que chaque année, il offre une COP, un rassemblement des grands dirigeants, pour qu'ils puissent trouver de nouvelles solutions. Mais ces solutions, finalement, ne voient pas vraiment le jour et ils se mobilisent de faire encore un rassemblement l'année de suite. Il y a des promesses qui ne sont pas tenues, il y a de l'espoir sur lequel nous misons mais qui ne se concrétisent pas. Lorsqu'on parle de développement durable, qu'est-ce que c'est?
c'est une notion dans laquelle il y a deux éléments. Nous devons produire, nous devons rester dans la croissance, nous devons nous maintenir en vie, mais en même temps, nous devons garder la nature dans sa reproduction. Il y a certaines lois aujourd'hui qui interdisent dans certains océans de faire de la pêche dans certaines périodes pour permettre aux poissons de se reproduire. On le remarque même à côté ici à El Jadida, il y a un parc d'huîtres. Et ils essaient, avec les Pélidiens, ils essaient de maintenir certains caps de vente et certains caps dans lesquels ils ne vendent pas, où ils laissent la nature faire exactement. Il y a même cela dans certains. La haute couture s'arrête. Ça ne s'arrête pas. Parce qu'elle est pour un public très important pour l'économie, qui va acheter un manteau en fourrure et qui va nous rééquilibrer une chaîne de production. Donc on sait que nous courons le risque, on le sait qu'il y aura des espèces en disparition, mais nous continuons la production. Ici, le développement durable nous rappelle à l'ordre. Pourquoi? Pour quelles raisons? Pour qu'on puisse quand même, malgré la recherche de la croissance, rechercher aussi cette reproduction du milieu naturel. Et moi, je vous invite à partir faire de la recherche, si ça vous intéresse, sur Internet, au niveau de la COP, depuis la COP 22 à tout de suite, au niveau de la RSE, au niveau du développement durable. Vous allez voir qu'il y a de l'envie de changer, mais que c'est difficile à mettre en pratique réellement. L'envie est là, la motivation est là. Le risque est là, on est conscient, mais la mise en pratique, c'est ce qui pose vraiment problème. Puis-je passer? Je peux? Très bien. Donc, ici, nous partons vers le volet environnement économique et environnement social. Qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des éléments qui sont externes et qui peuvent influencer l'activité et l'équilibre de l'entreprise. L'entreprise, on le sait, elle a des exigences. Elle a aussi des obligations, elle a des comptes à rendre, elle a des salariés à payer, elle a une présence à maintenir. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit assurer sa survie, elle doit rester là. Elle doit aussi se développer. Oui, elle a des concurrents qui ne lâchent pas l'affaire, qui déploient des stratégies compétitives tout le temps. Donc, une fois, elle doit attaquer avec une stratégie d'attaque. Une fois, elle doit se défendre avec une stratégie de défense. Une fois, l'entreprise doit changer sa stratégie vers une stratégie de diversification. En tout cas, elle déploie des efforts. Elle essaie, comme vous voyez ici, de défendre ses intérêts et l'intérêt de ses propriétaires. L'intérêt aussi du salarié. Le salarié n'a pas envie de perdre son emploi. Parce que si on veut réfléchir uniquement à maintenir la nature en bonne santé, qu'est-ce que nous devons faire? Minimiser notre production. Et si nous voulons minimiser notre production, nous devons mettre dehors certains salariés. Et si ces salariés sont mis dehors, le chômage ne peut pas me donner une force économique d'achat. Parce qu'ils n'ont pas de revenus, ils ne peuvent pas avoir des dépenses. Et donc le PIB est touché, le PNB est touché, donc l'économie du pays n'est plus en bonne santé. Donc vous voyez que nous sommes malheureusement dans un cercle vicieux et c'est très difficile d'en sortir. Ici, nous avons plusieurs, pas uniquement les salariés, les organismes qui nous ont prêté de l'argent, l'État aussi, à qui nous devons payer des impôts, des cotisations, des taxes. Donc, l'entreprise a plus un esprit capitaliste, elle pense argent, bénéfice parce qu'elle a des intérêts à défendre, elle a des obligations et elle doit rester vivante. Elle doit rester pérenne. Donc, c'est quand même difficile d'en vouloir à une entreprise parce qu'on ne lui propose pas des alternatives, on ne lui propose pas tout le temps des solutions concrétisables et faisables. Mais on se dit que c'est sûr et certain, si elle trouve des plans ou des stratégies faisables, concrètes, certainement, elle pourra passer à l'acte. Puis-je passer? J'espère que vous révisez au fur et à mesure. Le temps passe très vite.
L'autre jour, on était à la séance 1. Aujourd'hui, nous sommes déjà à la séance 5. Oui, ça fait 1 mois et 1 semaine que nous sommes ensemble. Le temps passe très très vite. Donc, j'espère que vous révisez en groupe ou individuellement, mais en tout cas que vous êtes à jour. Puis-je passer? Vous remarquez aussi que les mots que je mets en couleur sont des mots-clés qui peuvent se transformer en questions le jour de l'examen. C'est pour cette raison que je les mets en couleur. Et vous, lorsque vous les regardez, j'espère que vous prenez, vous avez le réflexe pour les mettre avec d'autres couleurs. On peut y aller? Très bien. Alors, quand on parle d'environnement, c'est l'environnement en général, macro, mais c'est l'environnement aussi micro. Nous allons essayer de voir les deux. Lorsque nous voyons macro-environnement, il s'agit de quel environnement? Un environnement beaucoup plus? Exactement. Donc, c'est tous les éléments qui vont influencer, impacter ou toucher de manière directe ou indirecte l'action de l'entreprise. Elle veut, cette entreprise, être à l'échelle régionale ou locale? Est-ce qu'elle peut aller vers l'international? Toutes les actions de l'entreprise, qu'est-ce qui va les déterminer? C'est le macro. S'il y a fermeture de frontières, comme ce qui s'est passé en mars 2020, impossible d'aller vers l'international. L'action de l'entreprise, même s'il y a la volonté, le capital humain et les produits, mais on ne peut pas. Pourquoi? Parce que l'environnement général nous impose une fermeture. S'il y a le libre-échange, s'il y a la mondialisation, si les frontières sont ouvertes, l'environnement me permet d'aller plus loin. Donc, si moi je suis manager, qu'est-ce que je dois faire? Étudier voilà. J'étudie le marché, j'étudie mon environnement. Est-ce qu'il y a des possibilités d'action ou non? Maintenant, ce macro, c'est toujours ces éléments-là qui sont liés à la politique. Comme le roi, Sa Majesté, en mars 2020, a obligé le Maroc à fermer ses frontières. Toutes les entreprises spécialistes en import-export ne peuvent pas aller au-delà de la décision royale. Donc la politique, ici nous parlons de quoi? D'une économie politique. Pourquoi une économie politique? Une économie qui dépend des décisions politiques, qui ont la gouvernance, parce que la gouvernance, elle va être plus politique que économique. L'environnement international, est-ce qu'il y a des guerres, est-ce qu'il y a des partenariats, est-ce qu'il y a des liens? L'ensemble de ces éléments-là vont déterminer l'action de l'entreprise marocaine. La technologie, est-ce qu'elle est avancée? Est-ce qu'elle permet une visibilité à l'international ou non? Les aspects sociaux et culturels, est-ce que le Marocain socialement s'est développé? Est-ce que toi tu consommes comme ta grand-mère ou... Non, tu t'es développé. Tu es touché par quelle culture? Américaine ou marocaine On étudie à travers l'étude de marché, l'étude de marketing, qui est socialement ce consommateur. Culturellement, comment il est? Il est très open mind ou il est conservateur? Mon consommateur accepte même les produits illégaux ou il est toujours dans le légal? Est-ce qu'il est du même besoin qu'un besoin américain ou non? Vous maintenant par exemple, vous avez un foulard musulman, oui ou non? Une veste américaine, un jean, je ne sais pas de quelle nationalité, vous êtes international, oui ou non? Vous ne vous habillez pas en tenue traditionnelle à 100%. Et donc qu'est-ce que vous remarquez? Que même dans un pays... Oui, exactement, nous avons la multiculture. Et donc, les entreprises doivent penser multiculture aussi et doivent faire attention à l'ensemble des aspects sociaux et culturels tout en faisant attention à rester dans le respect des lois. Les aspects réglementaires, c'est le respect des lois pour une pérennité. Et donc, ici, l'environnement, nous allons essayer de voir l'ensemble, enfin, une liste de tous ces éléments-là qui peuvent nous toucher. Le premier environnement qui peut nous toucher, c'est l'environnement international. Ici, nous avons un grand avantage, c'est que notre pays a signé des accords avec l'Organisation mondiale de commerce. Et donc, vous remarquez ici, par exemple, à Sidi Maalouf, qu'est-ce qu'il y a? Des entreprises asiatiques, américaines, turques. Il y a énormément de nationalités qui peuvent venir. Le Maroc ouvre ses bras, grands ouverts, à tous les investisseurs
sœurs. Pour quelle raison? Pour montrer que il y a une possibilité au niveau de la main-d'œuvre, terrain, transactions commerciales, échanges économiques. Donc, nous allons avoir plus de flux. Et qui dit avoir plus de flux, dit aussi diminution du chômage, dit aussi un PIB et un PNB en bonne santé. Qu'est-ce que nous avons? Donc, le libre-échange est permis, les marchés ouverts, la concurrence internationale et donc liberté de l'entreprise avec un État qui lui permet d'arriver à ce degré-là. Et tant que le Maroc signe de nouveaux traités internationaux, tant que toi, citoyen marocain, tu trouveras au Maroc des produits internationaux, tu n'es pas obligé d'aller à l'extérieur, tu trouveras ici même tous les produits dont tu as besoin. Et même lorsqu'il y aura plusieurs produits, il y aura un effort au niveau de la compétitivité prix, donc tu pourrais avoir avec une bourse modeste une capacité d'achat. Tant qu'il y a des investisseurs étrangers, nous avons la création de l'emploi. Oui ou non? Et donc, ici, l'environnement international peut permettre une croissance économique. Puis-je passer? Ici, s'il y a des mots-clés que vous allez noter, lesquels? Ça va être libre-échange, marché ouvert, concurrence. C'est les 3 mots-clés du slide. Si nous avons ces 3 ingrédients, nous avons un environnement propice pour une meilleure croissance économique. Puis-je passer? Alors, le deuxième environnement. Suivez avec moi, suivez. Alors, le deuxième environnement, c'est l'environnement économique et social. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mais ces slides vous permettent de mieux structurer vos idées. Ici, nous parlons de quoi? De la structure de l'économie, puisque nous sommes dans un pays libéral, avec une indépendance du statut économique. L'entreprise peut avoir une activité, elle est libre de ses choix, elle est libre de sa gestion, elle est libre dans son fonctionnement. La liberté, aujourd'hui au Maroc, c'est un principe politique suprême, mais il inclut une responsabilité de chacun de nous. Nous savons qu'il y a certains produits qu'on ne peut pas commercialiser. S'il vous plaît. Par rapport maintenant à la conjoncture économique, elle va se matérialiser par un impact négatif des crises, par exemple le choix du client. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, en plus simple. Lorsque j'étudie le marché, je vais voir économiquement quelles sont les qualifications que j'ai pour permettre à mon client d'être satisfait, puisque je suis libre dans ma pensée quand tu es dans une entreprise. On te donne la possibilité de réfléchir. Le service déjà recherche et développement est une possibilité de réflexion qui vous permet de proposer, d'être une force de proposition. Alors, qu'est-ce que vous faites? Calmez-vous, s'il vous plaît. Vous allez faire une segmentation du marché. Et vous allez segmenter combien nous avons de femmes, combien nous avons d'hommes, qui dépensent le plus. Ces femmes, c'est de quel âge à quel âge? Entre 15 à 25 ans, 25 à 35, 35 à 45, qui dépensent le plus? Ces femmes sont au foyer ou elles travaillent. Qu'est-ce que vous faites de la segmentation du marché au niveau social, au niveau capacité d'achat? Est-ce qu'elle a de l'argent ou pas? Donc niveau social, niveau culturel. Est-ce qu'elle est une femme rurale ou elle vit dans une ville? Vous avez une carte claire et nette de votre public. Votre cible, c'est les femmes ou les hommes, les femmes mariées ou sans enfants, les femmes en couple ou célibataires, ainsi de suite. Et vous faites un ciblage de votre cible. Quand vous avez cette cible, vous avez tous les détails autour de cette cible. Ces détails-là vont vous permettre d'adapter votre produit à cette cible particulièrement. Et vous allez vous aider des moyens technologiques.
Aujourd'hui, nous avons remarqué que pendant le Covid, c'est la technologie qui nous a sauvés. Aujourd'hui, nous parlons plus avec une économie digitale. Une économie 2.0 est dépassée. Aujourd'hui, on est arrivé à une économie 4.0. Et donc, comme il y a une importance au niveau de la technologie, au niveau de l'informatique, parmi les critères de sélection salariale aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Comment on peut recruter un jeune dans la phase post-Covid? Parmi les exigences importantes, c'est qu'il maîtrise tout ce qui est Oui. Dans votre CV, si vous mettez des logiciels informatiques, si vous mettez création web, si vous mettez des éléments liés à l'informatique, vous avez de fortes chances d'avoir plus accès à l'emploi. Restez avec moi. Donc, aujourd'hui, nous sommes en concurrence. Vous avez remarqué que certaines entreprises ont transformé leur mode d'action en télétravail pendant le confinement. Même aujourd'hui, à la sortie de la crise, il y a encore certaines entreprises qui continuent dans le télétravail. L'informatique aussi, tout ce qui est technologique, nous permet de savoir ce qui se passe à l'extérieur. C'est grâce au web, aujourd'hui, que vous avez accès à l'information. Et bien sûr, le système technologique nous permet d'avoir une compétitivité meilleure. On peut plus avoir accès à toute opportunité extérieure, connaître ce qui se passe dans le monde entier et peut-être chercher des partenaires, des associés. De toute façon, ici, qu'est-ce qu'il faut retenir? Comme la technologie évolue, tu dois évoluer. On doit prendre en considération cet élément pour une meilleure tout simplement, compétitivité de l'entreprise. C'est en fait les 3 mots qu'il faut noter. Puis-je passer? D'accord. L'environnement socio-culturel, je l'ai déjà expliqué. Chacun de vous, dans le code métier futur, devra avoir une connaissance de l'environnement marocain. Avant de lancer un produit, j'étudie ma société. J'étudie socialement cette société, comment elle pense, c'est quoi son mode de vie, de quoi il a besoin. J'étudie aussi les pics. Pendant Ramadan, je vais produire tel et tel produit. La rentrée scolaire, je vais produire tel et tel produit. Je vais peut-être diversifier en fonction du besoin urgent de mon consommateur. En tout cas, je me focalise sur quoi? Regardez avec moi ici. Les besoins économiques du client, tout simplement. Et je fais attention à un petit problème qui s'appelle la tendance. C'est quoi la tendance, à votre avis? Parce que ça, c'est un vrai problème. Oui, la mode. Et malheureusement, les jeunes, malheureusement ou heureusement, cette tendance est négative. Oui, parce qu'ils sont souvent influencés. Ils peuvent avoir déjà acheté, ils sont déjà un achat avant. Mais dès que la mode change, ils ne veulent plus l'ancien produit, ils veulent suivre cette mode. Donc peut-être que c'est négatif pour le ménage qui dépense trop d'argent. Et c'est très bien pour l'économie et les entreprises qui suivent ces tendances-là et qui peuvent être une opportunité à saisir. Puis-je passer? Mais nous, en tant qu'entreprise, nous devons faire attention à la tendance pour ne pas produire énormément. Parce que le facteur temps dans la tendance, on ne sait pas. Quel facteur temps? Peut-être qu'aujourd'hui c'est à la mode, demain ce n'est plus à la mode. Et moi, j'ai toujours, dans mon stockage, j'ai toujours des produits à liquider. Donc je dois toujours miser sur le facteur temporel, dans le problème tendance. L'environnement suivant, c'est l'environnement institutionnel et juridique. Qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de règles que nous devons respecter lorsque nous sommes en entreprise, lorsque nous voulons produire, lorsque nous voulons une présence sur le marché. Bien sûr, je ne vais pas rentrer en détail dans ces éléments parce que chaque élément, c'est une matière que vous allez avoir en S2, S3, S4. Quand je parle de fiscalité, droit commercial, etc., ça va être des frontières à respecter de la part de chaque salarié. Et lorsque ce sera ces frontières-là présentes dans votre action, ce système-là va gouverner votre stratégie. Il y aura toujours ces frontières invisibles que vous devriez respecter pour un meilleur fonctionnement en interne, tout simplement. Bien sûr, cette partie légale, le respect de la loi,
est tout à fait naturel, que ce soit de la part de l'employeur ou de l'employé, ainsi que par rapport aux produits que nous produisons. N'oublions pas que nous sommes dans un pays arabo-musulman, donc il y a certaines frontières qui sont invisibles, que vous devez aussi prendre en considération. Puis-je passer ? L'environnement suivant à prendre en considération, c'est l'environnement des mots graphiques. Qu'est-ce qu'il concerne ? J'ai quelle population exactement? Donc normalement, toi, tu as toujours les chiffres de le Haut Commissariat au Plan, le HCP. Tu es chez le ministère tout le temps, ou les cabinets d'études, pour avoir les derniers chiffres de la démographie. Lorsque vous avez dans une démographie plus de jeunes, donc vous allez certainement axer votre pyramide de besoins par rapport aux jeunes. Je dois savoir juste, dans ma société, j'ai plus de femmes ou d'hommes, j'ai plus de jeunes ou de personnes âgées, juste pour adapter mon produit à cette démographie. Donc, je remarque que l'étude est très importante. Je passe directement à l'environnement suivant, puisque ce point est très facile. L'environnement suivant, c'est l'environnement géographique. Le besoin d'une personne qui vit dans le monde rural n'est pas le besoin d'une personne qui vit ailleurs. Et donc, je dois faire attention à l'ensemble des éléments. Est-ce que lorsque moi je vais produire et je voudrais distribuer à l'échelle nationale, je veux que mon produit arrive dans le petit village aussi, je voudrais qu'il arrive partout. Est-ce que l'infrastructure va m'aider? Est-ce que les routes sont disponibles? Je dois réfléchir, c'est une réflexion. Moi je suis économiste, je réfléchis. Avant de lancer un produit, je réfléchis, je fais une étude et je prends l'ensemble de ces éléments en considération. Même si je ne veux plus avoir des fournisseurs à l'extérieur, je voudrais avoir une réorientation de mes fournisseurs vers des fournisseurs locaux. Est-ce que le climat m'aide ou pas? Le sol est riche ou pas? Je mets une liste de l'ensemble des éléments. Tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? L'analyse Pestel est une analyse stratégique. Eh bien, c'est ce que je vais appliquer. L'analyse SWOT est une analyse de l'environnement qui va me permettre de répondre à ces réponses. Pour quelle raison? Parce que j'obtiendrai la réponse à la question où est-ce que je vais m'implanter. Je peux, moi, par exemple, avoir une usine à Taroudante et lancer une petite boutique seulement à Casablanca. Pourquoi? Parce que là-bas, la terre est fertile, la main-d'œuvre est moins chère, le coût du terrain est moins cher, et je vais avoir 3 ou 4 transporteurs qui vont me ramener jusqu'à Casablanca et les grandes villes mon produit. Et j'ai réfléchi autour de lieux d'implantation qui doit être un avantage pour moi. Je ne vais pas choisir moi de m'implanter à Casablanca. Je sais très bien qu'elle est extrêmement chère, le coût du mètre est extrêmement cher, le salarié Casablanca est très cher au niveau de sa rémunération. Donc qu'est-ce que je fais? Je réfléchis. J'ai besoin de réfléchir, tout simplement. Et si on veut conclure aujourd'hui, vous avez remarqué que c'est un petit chapitre. Si on veut conclure, voici les 7 environnements que nous venons de voir. L'environnement international, si vous et moi on veut mémoriser un mot, qu'est-ce qui est important? Voilà, le libre-échange. L'environnement économique général, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons une liberté d'action. L'économie libérale. Si tu veux mémoriser un point de l'environnement technologique, c'est la recherche, l'innovation. Tant que tu innoves, tu auras plus de compétitivité, tu seras plus compétitif. Le point suivant, c'est l'environnement socio-culturel. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Voilà, connaître mon consommateur, comment il vit, ses valeurs, comment il pense, connaître ce consommateur. L'environnement juridique et institutionnel, faire attention à quoi? À mes limites, les frontières invisibles, pour être toujours dans le respect de la loi. C'est le respect de la loi. J'ai envie d'avoir 400 stagiaires, je ne les paye pas. Je les mets dans un énorme bureau à l'ancienne Médina et je ne les déclare pas pour avoir énormément de chiffre d'affaires et je ne veux pas payer l'IGR. Je respecte la loi ou non? Il y a beaucoup de personnes qui le font.
qui stocke 400 stagiaires, l'ancienne Médina, Mustafa Al-Mahani, hop, il les stocke 400 personnes sans salaire, sans avoir été déclarées, sans IGR, 6 mois de stage renouvelable. C'est la folie. Chiffre d'affaires de folie. Et qu'est-ce qu'il déclare? La secrétaire, le directeur général et le commercial. 3 salariés déclarés et ils roulent dans une voiture de 350 millions. C'est ce que vous voyez, vrai ou pas? C'est très dangereux. Et donc, le respect de la loi, en principe, doit se faire. Parce que si nous avons ces impôts qui rentrent, le Maroc sera meilleur, les routes seront meilleures. On aura plus de liquidités pour énormément d'actions. Puis-je passer? Bien sûr, c'est un message pour vous. N'acceptez jamais les stages de 6 mois renouvelables. Un stage qui ne dépasse pas 2 mois. Le 3e mois doit être normalement un stage de pré-embauche. Oui ou non? Après votre diplôme. Après votre diplôme. Pour l'instant, en première année, vous devez passer un stage de combien? 1 mois. En deuxième année? 2. En troisième année? 3 mois. En quatrième année? 4 mois. En 5e année? 6 mois. Ça te fait 1 an et demi de stage. Après la 5e année, tu ne dépasses plus jamais 2 mois de... C'est pas de stage, d'évaluation. Ça s'appelle une éval. Est-ce que tu donnes satisfaction ou non? Quelqu'un après le master qui te demande un stage, c'est de l'exploitation intelligente. Il faut faire les stages pendant la formation, pas post-formation. Bien sûr, vous devez pas. Est-ce que vous pouvez? Vous devez. Je reviens. Alors, on revient ensemble. Chut, chut, chut. Restez avec moi. Restez avec moi. L'environnement, il me reste quelques minutes. L'environnement démographique, je fais attention et je prends en considération la démographie du pays. J'ai plus d'enfants ou de jeunes ou de femmes pour juste faire un ciblage intelligent de ma clientèle. Chut, chut, les filles. Et la géographie, je fais attention aussi à mon implantation, à mon sol, à mon climat. Quels sont tous les éléments qui peuvent m'aider pour pouvoir produire? Je pense que maintenant, vous avez une idée générale sur l'environnement. Je voudrais juste vous présenter SWOT et PESTEL. Je vais prendre 3-4 minutes pour boucler. On fait le bouclage du module, du chapitre. Oui. Mais le bouclage du module est proche aussi. Restez patient pour 2 slides. Un slide pour le SWOT et un slide pour PESTEL. Ça marche? Je peux vous montrer SWOT, qui est quoi? Qui est une méthode de diagnostic. Je dois diagnostiquer, savoir ce qui se passe. Donc, je vous montre. Là, c'est juste rapidement. Qu'est-ce que l'entreprise apporte à l'environnement et qu'est-ce que l'environnement apporte à l'entreprise? L'entreprise, qu'est-ce qu'elle apporte à l'environnement? Le développement des éco-produits, le développement des technologies propres. C'est un résumé de ce que j'ai présenté tout à l'heure. C'est juste à garder à l'esprit. Qu'est-ce que l'environnement apporte à l'entreprise? De nouveaux marchés, surtout lorsqu'on parle de recyclage. Je vous montre rapidement SWOT. Je peux? C'est une sorte de synthèse pour que vous puissiez mieux mémoriser. Je peux? Allez, je peux? Rapidement. 2 slides encore. 2 et on arrête la séance. Voilà. Lorsque je parle de SWOT, je dois faire une analyse de l'ensemble des points positifs
Que contiennent SWOT? Que contient mon environnement? Que contient mon environnement? Quels sont l'ensemble des forces? Normalement, c'est en anglais. C'est strength, c'est SWOT, c'est S pour strength, c'est-à-dire l'ensemble des forces de mon environnement. Weaknesses, c'est l'ensemble des faiblesses que je ne dois pas subir ou vivre moi aussi. Donc, je vois les exemples des autres entreprises, pourquoi ils ont eu des soucis, et je fais attention moi aussi. Les opportunités, toute opportunité, c'est toute chance que je peux avoir, toute chance que je peux utiliser tout de suite. Ah oui, voilà. C'est opportunities et threats, c'est l'ensemble des menaces qui peut me confronter, que je peux rencontrer et devant lesquelles je dois me défendre dès maintenant et faire attention. Donc, une analyse que fait le manager sous cette forme, c'est-à-dire vous allez faire la même chose, un tableau comme ça, dans lequel vous allez en réunion réfléchir. Lorsque vous allez avoir tout cela noir sur blanc, vous pouvez mieux choisir votre action et mieux choisir votre stratégie à venir. Généralement, vous allez écrire les éléments à l'intérieur. Par exemple, quelles sont les forces que nous avons? Nous avons des jeunes dynamiques et motivés. Le capital humain que nous avons expliqué tout à l'heure peut être une force pour nous aider. Nous avons plus d'associations avec nous, nous avons la structure telle et telle qui va nous aider, nous avons des réseaux, nous avons des partenaires, nous avons contact avec tel ou tel pays. Nous allons définir l'ensemble des points qui peuvent être des forces, voilà, pour nous. Ça, c'est juste à titre d'exemple. Quelles sont les faiblesses, nos points faibles? Nous avons malheureusement eu des licenciements. Nous nous sommes séparés de certaines personnes et nous devons aussi, dans l'avenir, nous séparer de certaines personnes. On est en déficit, on n'a pas vraiment d'argent pour payer tout le monde. Certaines personnes ont un manque d'expérience, ils sont des jeunes, on doit les former, on doit les encadrer. La nouveauté, ce nouveau mode de fonctionnement est mal perçu. Les gens ont peur du nouveau. Tout ce qui est nouveau fait peur. Donc, on doit peut-être les sécuriser, on doit leur donner confiance. Tous les éléments qui vont nous perdre du temps, c'est dans les faiblesses. Les opportunités, oui, on a déjà des études de cas déjà prêtes sur lesquelles on peut profiter. Le bouche à oreille, tout le monde nous connaît, nous avons plus de visibilité, nous avons des partenaires. Et les menaces, certaines fois on a des virus, des pannes, manque de clients. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est des tirets qui forment une visibilité sur notre statut actuel. Et si, ça c'est juste un autre exemple, hein. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que c'est des longs paragraphes? Non, c'est des petits tirets. Et le tiret est déjà clair lui-même. Je mets 3-4 mots, c'est clair et net. J'accepte un exposé SWOT. Je peux accepter un exposé SWOT. Vous pouvez prendre une entreprise et vous lui faites une analyse SWOT, une entreprise actuelle, et vous pouvez me la présenter comme un vrai cas sur une entreprise qui vous intéresse. Donc la méthode PESTEL, pour conclure, comme je vous ai dit, c'est un outil stratégique. PESTEL, P, c'est il faut faire attention à l'environnement politique. Et là, il faut faire attention à l'environnement économique. Le S, l'environnement social. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Le T, c'est pour l'environnement techno. Et le E, pour l'environnement environnemental, enfin tout ce qui est environnemental, tout ce qui nous entoure. Et la partie légale, la partie loi. Donc voilà, je vous remercie pour votre courage aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le lundi prochain. Au revoir.